Donc, merci de votre attention. C'est un grand jour pour nous, en tout cas pour moi en particulier. On a travaillé très longtemps sur ce rapport-là, sur cette enquête-là. Emmanuel disait que c'est historique comme présentation de rapport. Je regardais ce matin, en 1983, André Brassard, que plusieurs d'entre vous connaissez, a fait une enquête avec la FQDE auprès de 800 directions d'école. Ça portait sur les activités de travail des directions d'école. À ma connaissance, des enquêtes par questionnaire, à part celle d'André Brassard, je n'en ai pas recensé d'autres. Bien sûr, plusieurs directions d'école ont participé aux enquêtes internationales. Donc, et ça, vous en avez quelques références parfois dans le rapport. Mais pour ce qui est des enquêtes par questionnaire à grande échelle, en fait, depuis les 30 dernières années, c'est probablement la seule qui a été réalisée. Donc, je vous présente cette présentation-là ce matin. En fait, l'idée, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai puisé dans les conclusions du rapport. Donc, je ne veux pas vous présenter en détail là, tous les résultats. Vous les avez dans le rapport. Le but, c'est plutôt de présenter les faits saillants, d'essayer de distinguer des pistes de travail dans une perspective, je dirais, de développement de l'équipe du GRID. Donc, j'ai intitulé Enquête sur l'organisation du travail des directions d'établissement d'enseignement, phase 1. Comme disait Emmanuel, on prévoit faire une autre collecte de données en 2023, je crois. Hein? Je ne me trompe pas, Emmanuel? 22 ou 23? 22, probablement. Donc, ça s'inscrit, je dirais, dans une enquête longitudinale sur le travail des directions d'établissement. Et ça, je pense que c'est important de bien le rappeler en disant que c'est un point de départ, en fait, pour voir comment évolue le travail des directions d'établissement au Québec. Donc, les orientations de l'enquête, il y avait deux visées, je dirais. La première étant, attendez juste une seconde, oui. Donc, au départ, c'est de donner des données, brosser un portrait de la vie professionnelle des directions d'établissement en recueillant des informations sur le plan de leur profil socio-professionnel, leur contexte de travail, leurs activités professionnelles, la qualité de vie au travail et la formation. En cela, je dirais que cette enquête est vraiment originale puisqu'elle touche différents aspects, facettes, je dirais, du travail des directions d'établissement. Il y avait aussi une visée compréhensive de l'enquête qui est la capacité de mettre en lien les perceptions que les directions ont sur le fonctionnement de leur établissement, leur activité de travail, leur qualité de vie, et de voir dans quelle mesure cela varie en fonction des caractéristiques socio-professionnelles des directions, mais aussi selon les caractéristiques de leur établissement d'enseignement. Le travail de direction d'établissement, lorsqu'on examine en détail, je dirais, le travail, ce qu'on voit surtout, c'est une grande diversité. Et ça, je pense que l'enquête le met en évidence. Elle le met surtout en évidence pour le travail des directions dans les écoles primaires et secondaires, dans les centres de formation pour adultes, dans les centres excusez-moi, il y a 3 autres types de centres, le centre de formation pour adultes et centre formation professionnelle. Formation professionnelle. En fait, on a moins bien documenté, je dirais, le travail des directions dans ce type d'établissement-là. Donc, le déroulement de l'enquête. Il y a eu une passation du questionnaire de 2019 à 2020, entre octobre et janvier. Il y a eu il y a eu 11 057 questionnaires qui ont été amorcés par les directions d'établissement des 3 associations professionnelles du Québec. Une forte proportion des répondants n'a pas répondu entièrement au questionnaire, ce qui n'est pas tout à fait surprenant. Il y a des gens qui ont simplement ouvert le questionnaire sans même fournir aucune information. Mais essentiellement, on a pu recueillir 1092 réponses sur certains items et au moins 563 réponses sur l'ensemble des items. Donc, ça nous donne assez d'informations pour prétendre que l'échantillon qu'on a sélectionné est représentatif à plusieurs égards. J'ai dit que je n'allais pas regarder avec vous le détail des résultats, puisque,
comme vous le voyez ici, il y a 283 questions et sous-questions dans le questionnaire. Donc, je sais qu'Emmanuel a fait une présentation à la FQDA il y a quelques mois de ça, et il y avait 130 diapositives à peu près. Donc, il présentait en détail les réponses des participants à peu près l'essentiel, l'ensemble des questions. Donc, ce n'est pas le but ici de la présentation, c'est plutôt, comme je vous le disais tantôt, de en faire ressortir les faits saillants et identifier comment on peut comprendre, interpréter les résultats et qu'est-ce qu'on peut en faire à long terme. Donc, les faits saillants, on commence par les caractéristiques socio-professionnelles. Ce qu'on a remarqué en regardant un peu la littérature, c'est qu'il y a une progression constante de la représentation des femmes chez les directions. Ça a progressé depuis les 10 dernières années, mais les femmes demeurent encore sous-représentées dans les postes de direction, notamment au secondaire. En fait, si on regarde par rapport à la proportion des femmes dans le personnel enseignant, on voit que 67% des femmes occupent un poste de direction, tandis qu'elles représentent tout près de 78% de la population enseignante, du personnel enseignant. Donc, dans le fond, je pense qu'il se pose encore la question comment accroître la représentation des femmes dans les postes de direction. Ce qu'on a convenu, Emmanuel et moi, c'est que pour chaque partie du questionnaire, donc il y a à peu près 5 parties, 5 grandes parties, je vais présenter les informations et ensuite, si vous avez des questions ou des commentaires, on pourra les prendre en compte et en discuter. Le recrutement du personnel de direction. Bon, c'est une question qui se pose en général lorsqu'on regarde les publications sur les directions d'école. Est-ce qu'il y a des problèmes de recrutement de personnel? Bon, selon les époques, ces problèmes de recrutement peuvent être plus ou moins aigus. Ce qu'on a constaté avec les données de l'enquête, c'est que la majorité des directions adjointes sont âgées de 50 ans ou moins. En conséquence, on en déduit que le remplacement des directions partant à la retraite dans les prochaines années devrait être assuré. L'enquête ne permet pas de documenter la problématique du recrutement des directions adjointes parmi les enseignants. Et c'est possiblement là que peut se poser le problème. Je regardais les travaux de Michel Saint-Germain qui a questionné les directions d'école sur le recrutement du personnel. Et selon les informations qu'il a pu recueillir, les directions étaient plutôt d'avis qu'il y avait des problèmes de recrutement du personnel de direction dans le réseau de l'éducation. En même temps, ce sont des informations qu'on a de la part des directions, donc on n'a qu'une source d'information. Et ce qu'on constate lorsqu'on passe d'une commission scolaire à l'autre, la problématique peut être très différente. Donc, une piste de travail peut-être intéressante à explorer, c'est existe-t-il vraiment un problème généralisé de recrutement du personnel de direction dans le réseau d'éducation au Québec? Voilà pour la première partie. Avez-vous des commentaires, des questions sur ces faits saillants ou la lecture que vous avez pu faire du premier chapitre du rapport concernant les caractéristiques socio-professionnelles des directions? Moi, j'ai juste un petit commentaire. Oui. Catherine, est-ce que c'est juste, tu sais, quand vous faites les petites questions, c'est juste comme ça, une question de, tu sais, comme pour les femmes, oui, on pourrait chercher à augmenter le nombre, mais plus qu'à augmenter le nombre, on pourrait regarder aussi l'influence, les préoccupations, les changements, les impacts, tu sais, d'avoir plus de femmes. Oui, c'est juste une suggestion. Le recrutement, c'est pareil. On peut dire, existe-t-il un problème de recrutement? Oui, on peut. Si oui, oui, on peut enquêter, voir s'il y en a un, mais si oui, pourquoi? Juste bonifier nos petites questions. Là, Absolument. En fait, on va reparler de la situation des femmes en regardant les autres facettes de l'enquête. Et je pense que la question du genre est importante. Elle se retrouve à différents... Il y a un micro qui est ouvert. Oui, attendez un petit peu, je vais... excuse Pierre. Oui. Il arrive parfois, quand vous ouvrez votre micro, puis on est plusieurs micros ouverts, que ça fait un retour. Il y a Kathleen Legault qui a demandé, qui a levé la main pour poser une question. Je vous invite, si jamais vous voulez poser des questions, je les vois, moi, quand vous levez la main. Alors, ceux et celles qui ne savent pas, en bas de votre écran, là, vous avez « Réaction ».
vous allez cliquer dans réaction, puis vous pouvez lever la main. Alors, si vous voulez intervenir, vous allez appuyer sur réaction en bas, vous levez la main. Moi, je vais le voir apparaître, puis je vais pouvoir le dire à Pierre. Alors oui, Kathleen. Ben, bonjour, j'ai trouvé le rapport très intéressant. Cette statistique-là sur les femmes m'a interpellée aussi. Il y a quand même des questions qu'on peut se poser. Puis pour le recrutement des directions adjointes, ça aussi, c'est une préoccupation, surtout avec les nouvelles conditions de travail des enseignants, où il y a actuellement pratiquement pas d'écart salarial. Donc, ça sera un enjeu pour nos prochaines négociations, parce que déjà, j'ai rencontré des directions adjointes qui me l'ont nommé. Et c'est comme, il n'y a plus d'écart salarial. Donc, oui, ça sera nous, on va utiliser ces données-là, entre autres, pour nos négociations. Excellent point, excellent point. Juste avant, Pierre, je vais faire une petite précision. Merci Kathleen. Kathleen, qui est présidente de l'AMDES. Je vais vous inviter parce que c'est pas tout le monde qui se connaît nécessairement autour de la table. Alors, si vous voulez juste dire qui vous êtes, parce qu'il y a des nouveaux visages là, qui s'ajoutent à chaque fois. Donc, juste vous le mentionner là, pour le bénéfice de tout le monde. Merci. Ça va? Donc, je poursuis. Un autre volet de l'enquête concernant le contexte de travail dans lequel les directions évoluent. Donc, encore ici, c'est seulement des éléments qui me semblent importants, mais qui aussi nous posent des questions en termes d'interprétation de résultats, mais aussi de travaux subséquents qu'on pourrait réaliser pour mieux les comprendre. Donc, je le disais tantôt, c'est très varié les milieux de travail des directions d'établissement. En fait, surtout quand on regarde les distinctions entre le primaire et le secondaire. Je pense que le rapport le met bien en évidence comment, au primaire, l'effectif des élèves, l'effectif du personnel est beaucoup plus réduit que celui qu'on retrouve au primaire. Le pourcentage de HDA, ça m'a surpris. Je pense qu'on est autour de 28% au secondaire, puis peut-être 10 à 15% au primaire. Et ce qui est logique d'une certaine manière, puisque plus le temps avance dans l'évolution du parcours des élèves, plus on peut en identifier en difficulté. Mais il fait que les informations d'ailleurs que les directions d'école nous ont fournies au primaire et au secondaire correspondent grosso modo au recensement que le ministère de l'Éducation fait. Donc, les informations là-dessus, ça nous rassure sur, je dirais, la validité des informations que les directions d'école peuvent nous avoir fournies sur leur contexte de travail. Donc, je pense que ce que ça met en évidence, surtout, en tout cas, les résultats, puis l'interprétation des résultats, c'est qu'il faut voir le travail des directions d'école au primaire et au secondaire comme deux univers quand même assez différents. Aussi, on va le voir au niveau du statut aussi. Le travail de direction d'école et le travail de direction adjointe, ça a aussi ses propres caractéristiques. Donc, lorsqu'on voit parfois des résultats de recherche où on parle des directions de façon générale, souvent, surtout les études internationales, elles ont été faites uniquement avec des directions du secondaire. Donc, il faut se méfier un peu des informations parfois qu'on tire de ces rapports-là, puisque ça reflète essentiellement, je dirais, la réalité du travail des directions d'école au secondaire. Donc, je pense que dans les recherches futures, dans les entrevues, probablement, ça va ressortir parce qu'on a sélectionné autant les directions du primaire que du secondaire. C'est de voir comment l'organisation du travail des directions varie en fonction de la taille des effectifs du personnel et des caractéristiques des élèves de leur établissement, en incluant là-dessus les ordres d'enseignement. Au niveau du climat, les directions d'école ont porté un jugement sur la qualité du climat dans leur établissement. Ils ont un jugement plutôt positif sur la qualité des relations interpersonnelles entre les membres de l'établissement. Toutefois, une direction sur 3 n'est pas d'accord à affirmer que l'établissement et la collectivité locale coopèrent étroitement et que le personnel de l'établissement partage la même vision de l'enseignement et de l'apprentissage. Une direction sur 2 au secondaire. De manière générale, ce qu'on voit, c'est que le jugement que les directions portent sur différents aspects, je dirais, du fonctionnement de l'établissement, en général, les gens au secondaire, les directions secondaires sont plus sévères que celles du primaire. Ça reflète encore l'idée qu'il y a, je dirais, un environnement de travail qui est assez différent entre le primaire et le secondaire.
Donc, une piste de travail qui pourrait être intéressante, c'est quelles sont les conceptions de l'enseignement et de l'apprentissage des enseignants et des directions au Québec? Comment celles-ci influencent-elles les rapports de travail et la qualité de l'apprentissage des élèves? Si les directions d'établissement considèrent qu'il y a des divergences dans les visions de l'enseignement et de l'apprentissage dans leur établissement, quel impact ça peut avoir sur la qualité des apprentissages des élèves, sur la qualité des rapports aussi de travail dans les établissements? On le voit surtout en regardant, je dirais, ou en lisant les prises de position des organisations syndicales, comment, par exemple, sur les politiques de gestion axées sur les résultats, les confrontations qui peuvent exister sur les conceptions même je dirais, de la réussite des élèves dans les établissements. C'est un point, mais il y en a probablement plusieurs autres éléments qui peuvent être soulevés. Les facteurs qui peuvent nuire ou gêner l'apprentissage des élèves, les trois... Excuse-moi, Pierre. Oui. Il y avait une question, un commentaire de Kathleen. Oui. Est-ce qu'on s'est questionné sur la taille des écoles primaires? En milieu urbain, on retrouve aussi de grandes écoles primaires, près de 1000 élèves. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais on n'a pas encore fait des analyses en fonction de la taille des effectifs des écoles. Ce sont des éléments qu'on pourrait regarder. Mais c'est vrai qu'il y a des écoles qui sont de primaire, surtout en milieu urbain, qui ont des effectifs très importants là, de personnel et de direction. Ça va? Je poursuis. Donc, les facteurs qui peuvent gêner l'apprentissage des élèves, les 3/4 des directions du secondaire, la moitié des directions du primaire sont d'avis que les absences non autorisées des élèves gênent leur apprentissage. Le problème de l'absentéisme des élèves, il me semble que, bon, moi j'ai travaillé à la Commission scolaire de Montréal il y a déjà pratiquement 20 ans, 30 ans. C'était une problématique. Et je me souviens que c'était vraiment une problématique parce que les écoles, apparemment, se préoccupaient plus ou moins de l'absentéisme des élèves, surtout au secondaire, en disant, bon, si les élèves choisissent de ne pas venir à l'école, c'est leur affaire, d'une certaine manière, un peu dit cavalièrement. Mais ensuite, il y a eu vraiment une mobilisation autour de la problématique de l'absentéisme. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est actuellement par rapport à ça, mais peut-être qu'il serait intéressant de mesurer encore l'ampleur du phénomène de l'absentéisme dans les écoles, colliger des informations dans les établissements sur les taux d'absentéisme et les mettre en relation avec les indicateurs de la réussite scolaire. Est-ce que dans les écoles, tout probablement, on devrait trouver une espèce de relation positive entre le taux d'absentéisme et je dirais les échecs ou les difficultés scolaires chez les élèves? Ce qui serait intéressant aussi, c'est de regarder comment on fait pour contrer les problèmes d'absentéisme. À mon avis, il y a eu, à une certaine époque, bon, comme on était préoccupé par le problème, plusieurs informations qui étaient échangées entre les milieux scolaires pour voir comment on pouvait contrer ce genre de problématiques. Je me souviens que dans une commission scolaire, je pense à la commission scolaire Marguerite Bourgeois, il fournissait de façon régulière les taux d'absentéisme des élèves. Il les publiait d'une certaine manière. Donc, il informait toutes les directions du réseau des taux d'absentéisme. Et ça avait un effet, je dirais, motivant peut-être pour les directions pour se mobiliser davantage pour contrer ce problème. Les parents, la collectivité et l'établissement. Les directions ont une opinion plutôt positive par rapport aux initiatives prises par leur établissement en vue de faciliter l'implication des parents dans les activités scolaires. Donc, en général, les directions nous disent qu'ils font tout en sorte pour que les parents soient le plus impliqués possible. En revanche, à peu près une direction sur 3 au secondaire juge que les parents sont impliqués dans les activités de leur établissement, tandis que 86% des directions du primaire partagent cette opinion. Donc ça, ici, je pense que pour les gens qui sont familiers avec les réseaux scolaires, on sait que l'implication, participation des parents secondaires, ça a toujours été moindre que ce qu'on voit au primaire. Il y a une préoccupation par rapport à l'entrée à l'école au primaire chez les parents qui assurent d'une certaine manière un suivi plus serré de leurs élèves.
Et au secondaire, à la fois en raison des caractéristiques des élèves qui deviennent de plus en plus autonomes et indépendants, et aussi l'organisation probablement même des établissements scolaires du secondaire. La participation des parents, elle est fortement atténuée comparativement à celle qu'on observe au primaire. Donc, ce que je me disais ici, ce pourrait être une piste de travail, c'est comparer les mesures prises par les établissements en vue d'accroître l'implication des parents et en évaluer les retombées. Dans notre enquête, ce qu'on peut voir, ici, je présente une moyenne, là, mais effectivement, il y a des écoles où les directions d'école disent que les parents sont beaucoup plus impliqués que d'autres. Donc, qu'est-ce qui explique que l'implication des parents varie de façon sensible d'un établissement à l'autre? Tout probablement que même avec les données qu'on a, on pourrait croiser différentes informations pour voir qu'est-ce qui est lié au fait que les parents sont plus ou moins impliqués dans les établissements scolaires. Les ressources humaines... Oui. Kathleen pose la question pour les liens avec la collectivité. Ouais. Est-ce qu'on observe que les liens sont mieux tissés dans les milieux défavorisés? Je ne me souviens pas qu'on ait fait, en tout cas, je ne crois pas qu'on ait fait, ce qu'on a fait, oui. Je pense qu'on le mentionne d'ailleurs dans le rapport. On dit que les écoles dans les milieux défavorisés, les directions qui évoluent dans les milieux défavorisés tendent à dire que les parents sont moins impliqués que les directions qui évoluent dans les milieux plus favorisés. Et ça correspond à peu près à ce qu'on voit à peu près tout le temps dans la littérature. Comment expliquer ça? Ça, c'est autre chose. Une chose qui m'a frappé, c'est au secondaire, en fonction du taux d'élèves EHDA. On disait que les directions du secondaire disent que les parents sollicitent fortement l'école. En fait, font des récriminations envers l'école d'une certaine manière. Et ce que je trouvais intéressant, ce que je me disais, il peut y avoir deux explications à ce phénomène-là. Peut-être que les écoles qui reçoivent une population très forte d'élèves EHDA sont aussi en mauvaise posture ou sont en relation avec des parents qui peuvent avoir des situations problématiques. D'autre part, il peut y avoir aussi des parents qui revendiquent des services dans les écoles, compte tenu que leurs élèves, leurs enfants ont des difficultés. Et ça aussi, ça peut être une source, je dirais, pas de conflit nécessairement, mais je dirais d'une espèce d'antagonisme qui pourrait exister entre l'administration de l'éducation et les parents. Mais comme je le disais au début, en général, les directions d'établissement ont une opinion croient ou sont d'accord à dire que les parents en milieu défavorisé sont moins impliqués que les parents qui sont en milieu les directions qui évoluent dans le milieu favorisé. Ressources humaines et matérielles. Donc, les directions d'école ont porté un jugement sur l'accessibilité des ressources à la fois matérielles et humaines. Près de la moitié des directions jugent que le manque d'infrastructures ou la qualité de celle-ci entrave l'enseignement de leur établissement. Ce qui est à peu près, qui est vraiment pas surprenant. Je veux dire, on a juste à regarder l'actualité des quotidiennes, puis on ne cesse de voir des témoignages en ce sens. La majorité des répondants désignent le manque de personnel comme un problème qui affecte la qualité de l'enseignement dans leur établissement. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est connu, je dirais, du grand public en général. Et en dépit des efforts qui sont faits par les gouvernements, c'est quelque chose qui persiste quand même depuis longtemps. En dernier lieu, près de la moitié des répondants estiment que la présence d'un personnel enseignant inadéquat ou peu qualifié dans leur établissement affecte la qualité de l'enseignement. Ça ici, ça nous a surpris d'une certaine manière que le taux ou le pourcentage soit aussi élevé. La première idée que j'avais en tête, c'est de dire comment le personnel enseignant peut-il être inadéquat puisque on peut croire qu'il est bien formé. Ce que je me suis demandé, c'est est-ce qu'on parle ici où on pense à du personnel enseignant qui n'a pas fini sa formation parce qu'ils font du remplacement ou des choses comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a intrigué d'une certaine manière. Donc, je me disais, bien, ça mérite d'être validé par des travaux supplémentaires
pour voir un peu plus en profondeur comment les directions, ou quelles sont les opinions des directions sur les compétences des enseignants et comment, en tant que gestionnaires, ils contribuent eux aussi à leur développement. Donc, je veux dire, l'opinion que les directions ont sur le personnel enseignant a nécessairement, en tout cas, je présume, un impact sur la qualité des relations qu'ils peuvent entretenir aussi avec le personnel enseignant. Donc, je me disais, ici, on est dans un questionnaire où les directions nous donnent de façon confidentielle leur avis. Est-ce que cet avis-là ou ce jugement-là qu'ils portent sur leur personnel enseignant, est-ce qu'ils l'affichent ou ils l'affirment dans leur milieu? Dans ce cas-là, en tout cas, ce serait intéressant de pousser un peu ces questions-là pour voir un peu, surtout dans la perspective d'examiner la qualité de l'enseignement, mais aussi la qualité des apprentissages des élèves. Donc, voici pour ce qui était des faits saillants. Vous allez voir dans le rapport, c'est un chapitre quand même assez important sur le contexte de travail. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les transmettre à Emmanuel et moi. Avez-vous des questions concernant le contexte de travail ou des éléments peut-être que vous avez lus dans le rapport que je n'ai pas relevés ici? Vas-y, oui, Catherine a une question. Vas-y, Catherine. Catherine Larouche, Université du Québec à Chicoutimi, Emmanuel. Merci beaucoup, Pierre. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire la conclusion parce que c'était bien organisé, bien ramassé. Puis j'ai des éléments, tu sais, sur l'organisation du travail. Je trouve ça vraiment intéressant, les questions que vous posez entre les différences entre le primaire et le secondaire. C'est important pour notre formation. Et la réflexion que j'ai, je vous la partage, mais je n'ai pas le temps de faire la recherche sur toutes les idées que j'ai, mais, mais je partage quand même l'idée, c'est que le primaire, tu sais, il fait tout. Et ça pourrait être comparé à un entrepreneur et la crise de croissance que vit un entrepreneur. Alors, nous, on peut étudier la direction du primaire dans une petite école. Il fait toutes les tâches, ressources humaines, matérielles, etc. Et quand tu arrives dans la direction d'une école secondaire, c'est la crise de la croissance et il doit déléguer. Et ce que je m'aperçois dans mes cours, c'est la division du travail. Cette division-là du travail du secondaire entre les adjoints, elle est extrêmement diversifiée d'une école à l'autre, dépendamment de la compétence du directeur d'école. Il y en a qui vont garder les finances, il y en a qui vont garder qui vont déléguer en fonction des cycles, d'autres qui vont déléguer en fonction de thèmes. Alors, tout ça, ça pourrait nous aider. La division du travail, je pense que c'est quelque chose de très, très important à étudier. En tout cas, je voulais partager cette réflexion-là avec vous autres. Voilà. Bien, je suis tout à fait d'accord, Catherine. En tout cas, les résultats de l'enquête mettent bien en évidence comment la division du travail, ne serait-ce qu'entre les directions et les directions adjointes. Le fait d'avoir une équipe ou de ne pas avoir d'équipe dans l'école, il y a des directions qui sont seules dans leur école primaire, à la différence de certaines autres qui peuvent bénéficier de directions adjointes. Ça a un impact, je dirais, sur les heures de travail, tout probablement, et aussi sur les exigences que pose le travail là, de direction, le fait d'avoir ou non une direction adjointe pour l'épauler. Merci. Ça va? Je continue? Donc, j'en suis à l'autre chapitre qui portait sur le temps, la répartition du travail, le leadership centré sur l'enseignement et l'apprentissage, le style de leadership. Ici, ça réfère en fait à des questions du questionnaire. Donc, pour ce qui concerne le temps de travail, ce qu'on note, c'est que l'exercice de la fonction de direction d'établissement, ça exige un investissement important de temps de travail. C'est en moyenne 52 heures par semaine. Et Michel Saint-Germain l'identifiait comme une problématique liée au recrutement. Les gens ne veulent pas occuper des postes de fonction de direction d'établissement en disant « c'est trop exigeant en termes de travail ». Je ne sais pas si il faudrait regarder, mais les femmes sont plus âgées que les hommes aussi. Hein? Et longtemps, dans ce domaine-là, les femmes invoquaient l'idée qu'ils devaient
il ne s'engageait pas dans un poste ou dans une carrière de direction avant d'avoir terminé d'élever ou d'éduquer leurs jeunes enfants. Donc, les femmes entraient au marché du travail comme direction d'établissement plus tard que les hommes. Et je pense que c'est un phénomène qui existe encore. Parce que, d'une part, le travail de direction d'école exige de consacrer énormément de temps de travail. On a comparé par rapport aux gestionnaires, vous allez le voir dans le rapport, là, je vous le dis de mémoire, parce qu'on se disait, est-ce qu'il y a une direction, il y a Claude Saint-Cyr qui nous disait à un moment donné, les gestionnaires en administration ne travaillent pas plus que les gestionnaires dans les entreprises privées ou dans les entreprises publiques. Et vous allez voir, il y a une référence dans le rapport qui est une référence de l'Institut statistique du Québec qui compare le temps de travail réel. Il y a une manière de compter le temps de travail là, qui n'est pas si compliqué, mais qui quand même permet de comparer les différents corps d'emploi. Il parle des gestionnaires dans l'administration publique. Et le temps moyen de travail est moindre que celui qu'on observe chez les directions d'établissement. Donc ça, je pense que pour ceux qui veulent faire valoir, je dirais, la charge de travail des directions d'établissement, je vous invite à regarder plus particulièrement cette référence-là. Ça va vous permettre, dans le fond, de dire, si on compare avec des choses égales, là, on peut voir quand même qu'une direction d'école travaille plus d'heures qu'une direction, qu'un gestionnaire dans les organisations publiques. Aussi, et ça, il faudrait le voir, c'est la charge concernant le nombre de personnes à superviser. Ça, je pense que quelqu'un a soulevé ça aussi. Ça, je n'ai pas trouvé d'informations là-dessus, mais il doit en avoir de l'information, à savoir, oui, il y a une charge de travail en termes de temps, mais aussi d'envergure, je dirais, du travail, là, en termes de quantité de personnes qu'on a à superviser. Je me souviens à l'époque, lorsque Mme Marois a obligé les écoles à développer les services de garde, on a vu un afflux de nouveaux personnels dans les directions, dans les écoles, et ça, je dirais, augmenté sensiblement la charge de supervision des directions d'établissement. Et ça, c'est une situation qui aujourd'hui est généralisée, je dirais, dans le système. Pour ce qui est de la répartition du temps de travail, près de la moitié des directions la moitié du temps de travail des directions est allouée à des réunions ou des tâches administratives. Je ne détaille pas ici, là, mais dans le rapport, vous allez voir en détail que veut dire réunion ou tâches administratives. Là. Un cinquième du temps de travail des directions est imparti à la gestion de l'enseignement. Bon. La problématique de la supervision de l'enseignement ou la gestion de l'enseignement chez les directions, c'est toujours d'actualité. Le discours, je dirais le discours officiel des politiciens ou des politiques en éducation, c'est que les directions d'école puissent assurer ce qu'on appelle un leadership pédagogique. Donc, être préoccupé de très près et être engagé de très près dans la gestion de l'enseignement. Mais l'ensemble des recherches depuis 30-40 ans nous disent que la moitié du temps, ou même un peu plus du temps de travail des directions, elle est consacrée à des tâches administratives. Donc, les directions sont toujours un peu en porte-à-faux entre ce qu'on leur demande de faire au niveau de l'enseignement et ce qu'on exige d'eux au niveau administratif. Et ça reste, je dirais, ça reste comme quelque chose qui est je dirais, permanent quand on analyse la situation des directions d'école. Donc, comment on peut expliquer que les directions allouent autant de temps à des réunions ou à des tâches administratives et si peu à la gestion de l'enseignement? Ce qu'on dit en général, c'est que les raisons possibles de faible allocation du temps à la gestion de l'enseignement, ce serait le manque de temps. Et d'autre part aussi, ça pourrait être des réticences des directions à intervenir dans un domaine lié directement à la sphère d'autonomie professionnelle des enseignants. Parce que là aussi, la supervision de l'enseignement ou la gestion de l'enseignement, ça touche de très près, je dirais, le travail des enseignants et ce qu'on peut appeler leur autonomie professionnelle. Donc, ça peut être délicat d'intervenir directement auprès des enseignants en ce qui concerne la qualité de leur enseignement. Jean Chambaud a assez bien documenté ces éléments-là. Les raisons possibles, lui, les évoquait en fonction des réponses que les directions d'école
donnaient en ce qui concernait la gestion de leur enseignement. Donc, je pense qu'il reste toujours la question ouverte, comment les directions s'assurent-elles de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage dans leur établissement? On a déjà, je dirais, des pistes de travail par rapport à ça dans les entrevues qui ont été faites avec les directions, notamment par Jean Archambault et ses collègues. Dans l'enquête ici, ça ne nous permet pas d'aller beaucoup plus loin que de constater la répartition du temps de travail que les directions nous fournissent ou nous déclarent. Donc, dans une recherche future, il serait intéressant de regarder comment les directions le font. On pourrait, en fonction des données du questionnaire ou de l'enquête, distinguer, par exemple, des directions qui allouent plus de temps à la gestion de l'enseignement comparativement à d'autres et examiner comment ces directions de chacun de ces groupes font par rapport à la gestion de l'enseignement. Parce que, encore ici, c'est des tendances générales, mais il y a une grande variabilité interindividuelle qui mériterait d'être examinée de plus près. Un petit peu, Pierre, il y a des petites questions avant de poursuivre. Oui. Avant de laisser la question à Lucie qui veut intervenir, il y avait dans le chat, est-ce que le fait qu'il manque d'employés de soutien et professionnels rajoute à la tâche des DE en termes d'heures de travail? Souvent, elles compensent en faisant du travail qui n'est pas le leur, de Chantal Bourdage. Je vais poursuivre. Il pourrait également être intéressant de s'intéresser aux directions qui ont la responsabilité de plus d'un établissement. Ça, c'est Marlène Martel qui mentionne ça. Lucie avait, il y a peut-être un autre commentaire. Oui, la pénurie d'employés ajoute à la tâche. De plus, la pénurie d'enseignants nous oblige à accueillir du personnel non qualifié et l'encadrement de ce personnel peut s'avérer exigeant. Donc, c'est la réponse de Kathleen à la question. Et on peut te laisser la parole. OK. Alors, bonjour. Une seule petite Lucéon de l'Université Laval. C'est parce que j'entends présenter les résultats, puis je voudrais vous proposer que, bien sûr, ça va être intéressant dans la prochaine enquête de poursuivre le portrait par rapport à la pénurie ou le recrutement, mais ajouter la dimension progression et rétention du personnel de direction viendrait peut-être aussi éclairer les données que vous avez sur le travail de ces directions hommes-femmes, mais on n'a pas de début de portrait sur... parce que la pénurie est aussi rattachée au fait que les directions peuvent quitter, hein, ils peuvent disparaître, donc on a beau les recruter et commencer à les faire travailler, puis ils peuvent partir. Donc, je le soulignais parce que là, je voyais réapparaître des données sur le travail, le temps de travail. Puis je me souviens que dans l'étude que moi j'avais faite, mais au collégial, cette fois-ci, c'était des variables qui croisaient et qui expliquaient des fois les histoires de progression dans la carrière, puis de rétention dans la carrière. Donc, je voulais juste le souligner dès maintenant, là. C'est bien, merci. Catherine Larouche. Rapidement, Emmanuel, c'est un constat aussi, je pense, qui est très important pour la formation des directions adjointes. Oui, on peut faire de la recherche parce qu'il manque des ressources, puis dénoncer qu'il manque des ressources. Mais nos directions adjointes, ils arrivent dans et ils sont là pris avec un manque de ressources. Donc, il faut aussi étudier comment on fait dans un manque de ressources. Aller voir des modèles de direction qui ont eu à gérer le manque de ressources. Puis, la responsabilité, elle demeure là à la direction qui rentre en poste. Là. Et il faut qu'elle se débrouille dans les crises de manque de ressources. C'est juste un commentaire général. Il faut aussi documenter le fait qu'il faut gérer un manque de ressources. Voilà. Merci. Il y a Bianca Bellil aussi qui voulait réagir. Oui, bonjour Bianca. Je commence tranquillement à faire partie des équipes universitaires. En fait, j'ai été directrice pendant les 10 dernières années. Je prends une petite pause pour faire mon doctorat, puis je suis chargée de cours également et tout ça. Donc, je voulais vous dire que j'ai participé, je pense. J'ai participé à cette enquête alors que j'étais directrice. J'espère que j'ai participé en répondant à toutes les questions. Là, ça, je ne m'en rappelle plus en voyant vos résultats. Je me sentais un petit peu mal. J'espère que oui.
Bref, je trouve que c'est un super rapport très intéressant et qui donne vraiment une belle lecture de la réalité. En tout cas, moi, j'entends tout ça, j'ai comme aucune surprise, là. C'est très, très, très collé sur la réalité. Puis je me posais la question, en fait, je pense que ça serait intéressant aussi de se questionner par rapport au changement de chaise, au fait qu'il y a tellement de roulements au niveau des membres de la direction, des adjoints, des équipes de direction, ça bouge. Si ce n'est pas la direction qui change, c'est un des adjoints. Bref, ça fait en sorte qu'il y a énormément de roulements. Fait que quand on parlait tantôt de la vision de l'apprentissage, du climat, de la division du travail, que dès qu'on a un nouvel adjoint, bien justement, la division du travail entre l'équipe de direction change, puis là, le personnel ne sait plus à qui se référer. Bref, ça amène beaucoup de, peut-être, en tout cas, une information à se questionner, là, je pense, qui pourrait être intéressante. Alors, ce sont tous des interventions intéressantes. Je pense que l'idée de suivre dans le temps une direction d'école dans l'évolution de sa carrière, puis d'essayer de tracer un portrait général je dirais, des mouvements personnels chez les directions. Ça nous permettrait probablement de mieux documenter ces problématiques-là. Par exemple, celle de l'instabilité des équipes de direction là, dans certaines écoles, puis de l'impact que ça a, je dirais, sur le fonctionnement même de l'établissement. Moi, je me souviens encore quand j'étais dans les écoles, les enseignants qui disaient, bien, les directions passent, mais les enseignants restent. Donc, ça jouait ça par rapport à, je dirais, la force ou l'influence que l'équipe d'enseignants pouvait avoir sur le fonctionnement de l'établissement. Bon, dans les écoles primaires, c'est probablement encore plus vrai parce que souvent la direction est seule, puis il y a une équipe d'enseignants assez nombreuse. Donc, je pense qu'encore là, ici, il y a plusieurs pistes de travail possibles là, pour poursuivre la réflexion concernant le contexte de travail, mais aussi, je dirais, la carrière des directions d'établissement. On a pris dans le questionnaire, il y a une 50aine de questions qui sont liées à ce qu'on appelle le modèle du leadership centré sur l'enseignement et l'apprentissage. En général, je pense que les directions d'école sont familières avec les objectifs qui sont poursuivis ici. Le modèle qui a été développé il y a près de 40 ans par Philip Alinger, qui est maintenant en Australie, s'est maintenu dans le temps. C'est maintenu et même qu'il y a eu un regain, je dirais, par rapport à son modèle dans la perspective des politiques de gestion axées sur le résultat. Quand on regarde les profils ou les référentiels, je ne sais pas si on peut les appeler les référentiels, mais parfois les exigences qu'on a en ce qui concerne l'exécution du travail par les directions d'école, en général, on retrouve ces éléments-là, définir la mission de l'école, gérer le programme, créer un climat positif dans l'école. Donc, en fait, le modèle d'Alinger est devenu, d'une certaine manière, les normes professionnelles de l'exercice du travail de direction d'établissement. Bien sûr, ça ne couvre pas toutes les activités des directions d'école, mais c'est souvent les activités qui sont jugées les plus importantes. Et elles sont liées, si je reviens en arrière, à la gestion de l'enseignement d'une certaine façon. Et si on dit que les directions d'école peuvent accorder plus ou moins de temps à la gestion de l'enseignement, c'est là qu'ils sont parfois portés en porte-à-faux un peu parce que les politiques d'éducation ont tendance à mettre de l'avant le modèle de leadership centré sur l'enseignement et l'apprentissage. Donc, Philip Alinger nous a autorisé à utiliser son questionnaire. Donc, on en a fait une traduction en langue française qui n'existait pas. Et ça nous a permis, dans le fond, de pouvoir comparer nos résultats aussi avec ceux des chercheurs, des étudiants, autres personnes qui ont utilisé le questionnaire d'Alinger. Ici, le questionnaire d'Alinger existe en deux versions. Il y a la version pour les directions d'établissement et il y a la version pour les enseignants. Ultimement, ce serait intéressant d'utiliser la version des enseignants aussi, parce que ça permet d'avoir une autre perspective sur le travail des directions. Donc, dans une même école, on demande aux directions d'école et aux enseignants de remplir le même questionnaire. Le questionnaire des enseignants porte sur le travail des directions d'établissement. J'en ai utilisé, moi, une partie de ce questionnaire-là il y a déjà une quinzaine d'années. Et ça permet, en fait, d'une certaine manière, de valider la perception
des directions en regardant ce que les enseignants en disent, mais aussi de voir le niveau, je dirais, de compatibilité dans la vision du travail des directions. Et ça peut être utile pour les directions. Dire, moi, je pense que mon travail, je le fais de telle façon. Comment mon travail est-il perçu par les enseignants? Bon, je me souviens pas d'avoir vu dans des études où les évaluations des enseignants sur les directions étaient transmises directement aux directions, là, parce qu'en général, c'est tous des questionnaires qui sont remplis de façon anonyme. Mais en tout cas, on pourrait y réfléchir dans un suivi à long terme du travail des directions, d'avoir d'autres sources d'informations sur le travail des directions, parce qu'ici, c'est quand même une limite de notre recherche. Ça consiste en une auto-évaluation du travail des directions. Donc, certains de l'extérieur pourraient dire, d'une certaine manière, c'est biaisé en fonction à l'avantage des directions d'établissement. On pourra en rediscuter. Donc, le questionnaire est centré sur des activités de gestion qui sont promues, entre autres dans l'application des politiques de gestion axées sur le résultat, pour inciter les enseignants à s'engager dans une démarche d'amélioration de la réussite des élèves, ce qui est le discours prédominant, je dirais. Ce qu'on constate, c'est que les directions interviennent à une fréquence très variable dans différentes activités de gestion en vue de définir la mission de l'établissement, gérer le programme et créer un climat positif. Il y a des différences importantes qui sont relevées quant aux activités portant sur les pratiques d'enseignement. Là, ici, ça recoupe un peu ce qu'on a dit précédemment. Les directions tendent à intervenir plus souvent dans des activités de gestion liées à la promotion du développement professionnel des enseignants que dans celles liées à la supervision des enseignants, qui consistent en des interventions qui sont directes sur les pratiques d'enseignement, tandis que les activités sur le développement professionnel, habituellement, on considère que c'est plus une intervention indirecte sur les pratiques d'enseignement. Bon, comment expliquer ces différences? Les directions modulent leur intervention en fonction des normes. L'explication que je donne, c'est que les directions ils modulent leur intervention en fonction des normes reconnues dans la culture organisationnelle du système d'éducation québécois. En fait, les directions, ils naviguent entre les exigences que le système ou que les politiques ou que la commission scolaire leur impose et les réalités de leur milieu, de leur établissement. Donc, dans le fond, ils sont coincés un peu entre les orientations, les objectifs promus par la commission scolaire et la dynamique dans leur établissement. Et dans leur établissement, il peut y avoir une ouverture qui est plus ou moins grande par rapport aux politiques qui sont mises de l'avant par la commission scolaire. Donc, je pense que ça met en évidence des logiques qui orientent les directions dans le choix de leur stratégie d'intervention. Une idée, et on verra tantôt sur les propositions de travail, je veux travailler actuellement sur ce qu'on voit, c'est qu'il y a les directions d'école n'interviennent pas tous de la même manière. Donc, ils adoptent des stratégies d'intervention différenciées en fonction probablement de leurs caractéristiques propres et aussi du contexte dans lequel ils évoluent. Donc, à partir des données du questionnaire d'Ellinger, probablement, on serait capable de mettre en évidence des styles de gestion. Les styles de gestion dans l'ensemble des interventions qui sont faites en ce qui concerne l'application du leadership centré sur l'apprentissage. Et ça pourrait être intéressant pour les directions d'école de voir par rapport à ces styles de gestion qui seraient différenciés, dans quelle mesure leur propre style ou chaque direction, leur type de travail ou leur type d'intervention s'apparente ou non au style de gestion généraux qu'on peut distinguer à partir de l'analyse des données. Et une dernière question portait sur les styles de leadership. Il y avait en fait 6 questions qui portaient à la fois sur le leadership pédagogique et le leadership distribué. Et ce que ça met en évidence d'une certaine manière, c'est que les directions d'établissement au Québec, comme leurs homologues des pays de l'OCDE, sont très engagées dans la réalisation d'activités liées à l'exercice du leadership pédagogique et du leadership distribué. Les réponses sont cohérentes avec les normes dictées par les systèmes d'éducation au Québec, en Occident. En fait, les directions d'école nous disent faire ce que les systèmes prônent d'une certaine manière. Donc, communiquer au personnel de manière forte, claire et insistante les buts de l'organisation en matière d'enseignement et d'apprentissage,
prendre en compte le pouvoir d'influence des membres de l'établissement et en conséquence adopter des stratégies axées sur la collaboration plutôt que la contrainte pour susciter leur engagement. Ce qu'on appelle en général le leadership distribué, qui s'y rapproche. Et voilà pour ce qui était du leadership. Vous allez voir dans le chapitre sur les activités de travail, là, vous allez trouver différentes références qui permettent en fait de comparer nos données à d'autres types d'enquêtes, à d'autres enquêtes qui ont été réalisées avec des items similaires et plusieurs références, en tout cas pour essayer d'expliquer les résultats qu'on obtient, mais aussi de les valider. Il n'y a pas de questions, Pierre, il n'y a pas de commentaires non plus. Juste vous mentionner qu'on a prévu terminer à 11 h, prendre une pause, là, mais on risque de déborder un petit peu. Là, fait que ne vous inquiétez pas, on va prendre la pause quand même. Puis on va écourter après coup, puis on va terminer à midi quand même. Okay. C'est juste qu'on va poursuivre, mais pas de précipitation, Pierre. Okay. Mais en fait, ça devrait aller quand même assez rondement pour le reste, puisqu'il y avait 5 parties dans le rapport. Il en reste 2. Une qui porte sur la qualité de vie au travail et la santé, et la dernière sur la formation. Celle sur la formation, c'est quand même assez succinct, là. Donc, je continue. Qualité de vie au travail et santé, c'est un volet où Emmanuel était le principal responsable, là. Donc, peut-être qu'Emmanuel, si tu veux, tu peux intervenir par rapport à ça. Je peux faire tourner les diapos ou je peux y aller de mon cru. Mon micro, ben d'accord. Écoute, d'abord, le modèle qu'on a développé, c'est un modèle qui est inspiré de Karasek et Riley, puis de différents chercheurs. On l'a appelé demande ressources, mais je veux juste mentionner qu'il existe des modèles demande ressources, des Merouti, entre autres, que Louise Clément utilise aussi. Là, puis, donc, il ne faut pas confondre avec ce modèle-là. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on part du principe, on fait l'hypothèse, parce qu'il n'est pas opérationnalisé, mais on part de l'hypothèse que les demandes psychologiques, les exigences du travail peuvent en quelque sorte être compensées par les ressources qui sont disponibles. Puis on a rajouté, nous, à la fois, à travers ce qu'on connaissait dans la littérature, là, les compétences, l'autonomie ou le contrôle sur le travail, le soutien puis la reconnaissance, mais aussi, on considère que les habitudes de vie peuvent être considérées comme des ressources. En plus d'être des indicateurs, ça peut être considéré comme des ressources. Puis ça n'a pas été documenté dans la littérature. Donc, je voulais juste le mentionner, là. Donc, c'est un modèle qui est en construction, là, qui s'inspire de plusieurs autres. Voilà. Alors, c'est le poids entre les demandes professionnelles et les ressources pour y faire face. Et on parle aussi du principe que plus on a de ressources, même si le travail est très, très élevé, ce qui a été démontré par Karasek, entre autres, c'est que finalement, le travail peut être non seulement on peut faire face aux exigences avec des ressources, mais en plus, il peut être producteur de santé. C'est pour ça qu'il y a des fonctions du travail qui finalement, on l'a vu entre autres dans la recherche d'Archambault qui nous a montré, Archambault, pardon, de Jean Bernatchez, là, qui récemment dans le rapport là, en période de pandémie, il a constaté qu'il y avait 2 types de leaders. Il y en a qui ont carburé à la pandémie, qui ont dit je peux enfin finalement être un vrai leader. C'est comme si ça leur insufflait finalement une volonté de travailler. Donc, c'était producteur de santé en quelque sorte. Je vais juste faire cette nuance-là. Voilà, donc on dit que c'est des indicateurs de santé aussi, mais je l'ai déjà mentionné, les habitudes de vie peuvent être aussi considérées comme des ressources. Alors, voilà, merci Pierre. Alors, ce qu'on trouve, c'est que, sans surprise, le travail est très exigeant. Alors, on est dans les ordres là, de 98-96% des répondants qui nous disent que c'est très exigeant. La majorité disent travailler très, très vite, intensément, être concentré pendant des longues périodes. Alors, si on fait le parallèle avec le nombre d'heures investies, je pense que c'est important, là, comme Pierre l'a dit tout à l'heure. Ce qu'on constate aussi chez les directions, comparativement à d'autres fonctions de gestionnaire dans des emplois à peu près l'équivalent, par exemple dans la fonction publique ou dans les entreprises privées, ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas seulement le nombre d'heures qui est supérieur, mais c'est l'intensité du travail. C'est comme si l'intensité, c'est comme si dans 1 heure, on en fait plus aussi. C'est beaucoup plus dense. Donc, on est constamment interrompu. Ça a été aussi documenté dans d'autres recherches. Et très exigeant émotionnellement. C'est 100% des directions qui nous disent.
Donc là, on est vraiment dans des difficultés qui sont clairement identifiées. Puis, on voit une distinction entre ce que nous disent les directions par rapport aux adjoints. Alors, c'est plus lourd chez les directions, en particulier par rapport aux directions adjointes. Et ce qu'on fait comme interprétation, c'est que finalement, les adjoints n'ont pas le poids de la responsabilité, n'ont pas la reddition de compte. Donc, ce n'est pas à eux que relève finalement tout ce poids administratif. Donc, voilà. Au niveau des ressources, donc, les facteurs qui permettraient de compenser ces difficultés, ce qu'on voit, c'est que les directions comme les adjoints nous disent qu'elles ont des ressources. Donc, elles sont capables d'influencer leur travail, elles ont du pouvoir de décision, elles sentent qu'elles sont autonomes dans ce qu'elles font pour exécuter leurs tâches. Donc, il n'y a pas de contraintes par rapport à leur travail nécessairement, à ce niveau-là en tout cas. Leur travail demande beaucoup de compétences, elles en sont conscientes, mais leur travail leur permet de développer leurs compétences à travers, entre autres, la créativité. Donc, il y a une ressource là aussi, le développement de soi. Donc, c'est un travail qui permet le développement. Mais au secondaire, c'est particulièrement exigeant en termes de développement et en fait d'utilisation des compétences comparativement au primaire. Donc, plus de mobilisation des compétences au secondaire. Et ce qu'on constate aussi, c'est que les directions qui ont entre 40 et 50 ans sont plus sollicitées en termes de compétences que celles qui ont plus que 51 ans. Ce n'est pas surprenant non plus, là, mais il y a quand même des différences statistiquement significatives. Comme si, après 50 ans, bien, probablement l'expérience fait en sorte qu'on a moins besoin ou on sent moins qu'on mobilise ces compétences dans les tâches qui nous sont demandées. Alors, il faudrait essayer de voir, comme piste de travail, quelles compétences sont vraiment nécessaires. On va d'ailleurs travailler là-dessus cet après-midi, sur les référentiels de compétences. Quelles sont les vraies compétences? C'est quoi le travail? Puis distinguer entre les postes, entre les types d'établissements, voir l'expérience professionnelle aussi, quel rôle l'expérience peut jouer dans le développement, dans l'utilisation des compétences et dans leur développement. C'est tout ça qui serait les pistes de travail présentement, qui serait sur la table. Comme autre ressource, le soutien. Alors, de façon générale aussi, les directions, elles nous disent qu'elles ont du soutien de leurs supérieurs, de leurs collègues. Elles se sentent aussi reconnues. Elles ont de la reconnaissance par les élèves, par les collègues, par le personnel, par les parents. Donc, il y a une reconnaissance. Les plus jeunes directions, actuellement les adjoints, ont plus de soutien que les directions qui ont davantage d'expérience, entre autres par leurs supérieurs. Ça, ce n'est pas surprenant non plus. À peu près le quart des directions nous disent manquer de soutien de la part des supérieurs, en particulier pour les aider dans leurs tâches. Et à peu près le quart aussi nous disent qu'elles n'ont pas suffisamment de reconnaissance, mais en particulier quand elles font la relation avec les efforts qu'elles fournissent. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose qui manque au niveau de tout ce qu'on fait là, pour être reconnu. Puis, entre autres, probablement qu'on pourrait faire le lien avec le salaire, ça revient quand même, parce qu'on avait fait une recherche avec, entre autres, Michel Saint-Germain, on avait comparé l'Ontario et le Québec il y a quelques années sur cette question de reconnaissance puis de satisfaction en fonction du salaire. On avait vu que les salaires étaient quand même assez supérieurs en Ontario comparativement au Québec à ce moment-là. Je ne me souviens pas aujourd'hui, mais les directions de l'Ontario souffraient moins du manque de reconnaissance à ce niveau-là comparativement au Québec à ce moment-là. Donc, on pourrait refaire la même hypothèse. Donc, ça, c'est une réalité aussi. Alors, en fonction des pistes aussi, en fonction des exigences de la fonction, bien, il faudrait examiner ça en quelque sorte, là, la question du soutien, de la reconnaissance sur la base de l'investissement au travail. Donc, ça demeure à être investi davantage. Merci Pierre. Les habitudes de vie maintenant qui est peu étudiées, pas suffisamment étudiées chez les directions. On en parle, mais on l'étudie peu. Ce qu'on sait, c'est qu'elles ont des bonnes habitudes de vie de façon générale. Bon, elles ne consomment pas plus que la moyenne de la population générale des adultes, font attention à leur alimentation. En gros, à peu près 1 sur 2 fait de l'activité physique sur une base régulière. Ça, c'est en dessous des recommandations de Santé Canada. Au niveau de la prise de médicaments, c'est à peu près comme la population générale, autant sur la santé physique que sur la santé psychologique. Donc, il n'y a rien à noter de particulier là. L'aspect le plus intéressant, je dirais, c'est qu'une partie quand même des directions assez non négligeables se lèvent le matin fatigués. On ne se lève pas reposé. Alors,
On est fatigué le matin. Une sur deux. On se lève le matin et on est encore fatigué. Alors ça, si on regarde les études là, sur la population générale, puis le sommeil, c'est une particularité chez les directions d'établissement. Donc ça, c'est quelque chose à creuser. Donc, il faudrait regarder, c'est toute la question de la santé au travail, documenter un peu plus, entre autres au niveau de l'activité physique, des habitudes de sommeil. Ce serait des choses à voir. Là, pour voir. Moi, ce que j'avais constaté dans le passé dans une autre étude, c'est que souvent, les directions vont sacrifier leur temps d'activité physique pour l'investir dans le travail, mais elles sont passionnées, donc elles en souffrent moins, et c'est un choix qu'elles font. Mais, accepter des choses, c'est renoncer à autre chose, c'est souvent ce qu'on entend. Puis le renoncement qu'elles font, c'est leur activité physique, ou des fois, malheureusement, leur femme. Mais ça permet de compenser d'un autre côté sur la santé psychologique. Donc, c'est tout ce rapport-là qu'il faut peut-être creuser davantage. Okay. C'est la dernière. Parfait. La satisfaction, globalement, elles sont satisfaites. C'est un travail qui est satisfaisant. C'est un indicateur de santé. Donc, comme on l'a dit, le salaire, c'est peut-être là où ça accroche un peu. On le sait, hein, l'enseignant qui est au top de son échelle salariale, puis la nouvelle direction qui arrive en poste, il n'y a pour ainsi dire pas de différence. Alors, même des fois, il y a une différence, puis elle est en faveur de l'enseignant. Donc, ça, il faut vraiment s'interroger là-dessus. La question de l'équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle aussi, il y a beaucoup de sacrifices chez les directions. Surtout celles qui sont en début de carrière et qui ont des jeunes enfants, l'équilibre est beaucoup plus difficile. Donc, ça, c'est à creuser. Donc, le niveau de satisfaction, indépendamment de la satisfaction salariale, on voit quand même une distinction entre le genre. Ça, ce n'est pas nouveau. Ça fait longtemps qu'on voit des distinctions de genre, qu'on ne sait pas comment l'expliquer encore. En tout cas, sur le plan scientifique, on ne trouve pas la réponse. On a toutes sortes d'hypothèses. Donc, ça, il faudra peut-être creuser, voir ces distinctions-là, qui sont peut-être en lien, finalement, avec les rôles de vie. Là, il y a beaucoup de recherches sur les rôles de vie. Les rôles à la maison, les rôles au travail qui sont distincts selon les genres. Même si ça tend à s'amenuiser avec le temps, avec les nouvelles générations. Alors voilà pour la qualité de vie et la santé au travail. Je ne sais pas s'il y a des réactions ou des questions. Je n'ai pas eu le temps de les voir, mais je ne crois pas. D'accord. Alors, tu peux peut-être poursuivre, Pierre, si tu veux. J'en ai une, Emmanuel. Excuse-moi, vas-y, Léon, je n'avais pas vu. Oui, je n'ai pas eu le temps de tout cliquer. Est-ce que vous pouvez disposer de données ramassées par, je ne sais pas si c'est le gouvernement ou les associations de direction qui peuvent documenter l'absence au travail des directions pour cause de maladie ou le recours au programme d'aide professionnelle? Question de mettre en contexte ces données. Je ne sais pas, ce serait peut-être intéressant là, parce qu'on dirait qu'ici, tout est pas mal rose, là, mais je pense qu'on avait des faits, ça pourrait peut-être ajouter. Très bon point. On cherche à avoir des données, c'est extrêmement difficile à obtenir. Effectivement, les compagnies d'assurance sont frileuses. Les centres de services scolaires ne veulent pas nous les donner au niveau des ressources humaines. Mais c'est un bon point, parce qu'on a cherché un peu, mais il faut mettre quelqu'un là-dessus, tu as raison, Lucie. Oui, France? Oui, pour répondre à la question de Lucie, quand j'ai fait mon doctorat, j'avais travaillé avec le ministère de l'Éducation. J'avais obtenu les données, toutes problématiques confondues, parce que au niveau de la confidentialité, on ne peut pas recevoir les chiffres par rapport aux problèmes, soit de santé mentale, d'épuisement, on ne peut pas. C'est vraiment tout confondu qu'on peut avoir. Merci, France. Puis malheureusement, le ministère ne tient plus de statistiques, là, ou presque. Donc là, on a peu. Mais il faut creuser. Tout à fait, c'est quelque chose qui est très peu documenté. Donc, je reprends, Emmanuel? Oui, très bien. Vous voyez, quand on disait que la question du genre est importante, encore ici, on voit des différences en fonction du genre. Je ne l'ai pas signalé précédemment, mais ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on regarde la fréquence des interventions des femmes comparativement à celle des hommes, en ce qui concerne l'exécution du leadership centré sur l'enseignement et l'apprentissage, les femmes rapportent intervenir plus fréquemment que les hommes.
au niveau du temps d'heure de travail, il y a une différence d'1 heure de travail. Bon, sur la moyenne générale, c'est quand même important parce que là, il y a encore des variations. Les femmes, en général, comme direction, elles travaillent plus longtemps que les hommes. Donc, il y a différents recoupements comme ça qu'on pourrait mettre plus en évidence dans des comparaisons en fonction du genre, dans l'exécution du travail de direction d'établissement, qui permettrait peut-être de mettre en lumière différents aspects, différences qui peuvent exister dans l'exécution et l'organisation du travail des directions en fonction du genre. Donc, je termine par la dernière partie qui concernait la formation et le développement professionnel. Ça vous montre quand même que cette enquête-là touche vraiment plusieurs aspects de l'organisation du travail. Et en ce sens-là, je dirais qu'elle est unique au Québec, là. On n'a jamais fait une enquête où on touchait tous ces aspects-là en une fois. Et ça pose un problème quand on présente les résultats aussi, parce que comme il y a beaucoup d'informations, plusieurs informations sur différents sujets, ce n'est pas facile de traiter l'ensemble des sujets en une seule communication. Donc, je pense que dans le futur, lorsqu'on va présenter les informations, on va les présenter plutôt par section, par une qui concerne la santé, une qui concerne le leadership, parce que ça nous permet à ce moment-là d'approfondir davantage des sujets qui sont traités, comparativement à la présentation encore qu'on fait ce matin. Donc, pour ce qui est du développement, de la formation au développement professionnel, comme vous le savez, on a touché à 3 volets de la formation initiale, les activités d'insertion professionnelle et les activités de formation continue. On a regardé à la fois les types d'accompagnement, la satisfaction que les gens pouvaient avoir, les directions pouvaient avoir en fonction des formations et aussi la nature des activités qui étaient offertes. Donc, essentiellement, on a essayé d'examiner l'impact des activités de formation offertes par les universités et les organisations professionnelles sur le développement des compétences et directions et les préférences et directions quant aux modalités adoptées dans ces formations. Ce qu'on constate lorsqu'on compare l'état de la formation des directions d'établissement au Québec comparativement aux pays de l'OCDE, c'est que les directions au Québec sont plus nombreuses à détenir un diplôme de premier cycle en enseignement et une formation universitaire de 2e cycle en administration de l'éducation. Plusieurs directions qui évoluent dans des établissements d'enseignement en Europe en particulier ne sont pas nécessairement des enseignants de carrière. À la différence d'ici au Québec où, en fait, c'est une exigence d'avoir un brevet d'enseignement ou un permis d'enseignement pour devenir direction d'établissement. Les formations universitaires sont souvent des formations qui sont faites sur le tas, plus en termes de formation continue qu'en termes de formation initiale. Donc, pour ça, ici, il y aurait à examiner davantage les différences en ce qui concerne la formation des directions d'établissement dans le monde en général. C'est un sujet qui m'intéresse moi particulièrement parce que ça peut avoir des impacts sur le type de gestion ou de direction que les individus adoptent. Donc, la majorité des directions complètent leur formation obligatoire en administration de l'éducation au cours ils l'ont complétée au cours des 5 années suivant leur entrée en fonction. Parce qu'on se posait cette question-là à un moment donné, puisque les candidats de direction doivent avoir complété au moins 2 cours du programme de DSS pour postuler ou pour obtenir un poste de direction et ensuite poursuivre leur formation. C'est les conditions de travail, je pense, qui déterminent que la direction d'établissement doit avoir complété sa formation 5 ans suivant son entrée en fonction. Et ce qu'on constate avec les données fournies par les directions, c'est qu'en majorité, c'est le cas. Donc, il n'y a pas tant de dépassement en ce qui concerne le nombre d'années de formation suite à l'entrée en fonction. Les programmes de formation universitaire, les activités d'insertion professionnelle sont interreliés. Le questionnaire, en tout cas l'enquête, le met bien en évidence là, que les directions sont à la fois, pour plusieurs, engagées simultanément dans les activités de formation initiale et des formations d'insertion professionnelle. En fait, même les programmes universitaires de formation initiale incluent des programmes de formation dans les établissements ou dans les organisations scolaires. Vous êtes familiers avec ça, vous, les directions. Donc, ce que ça amène comme constat, c'est que l'organisation des activités de formation initiale et de formation d'insertion professionnelle, ça exige un travail de concertation,
de longue haleine entre les responsables de la formation des universités, des commissions scolaires et des associations professionnelles. Tout probablement que ça améliore aussi la qualité de la formation que des intervenants de ces différentes organisations-là puissent être impliqués dans la formation des directions d'établissement. En majorité, donc ici, on parle plus de la satisfaction des répondants par rapport à leur formation. En général, les répondants manifestent une satisfaction par rapport aux activités de formation et ils jugent que celles-ci ont contribué au développement de leurs compétences. En fait, il y avait deux questions, une question sur la satisfaction générale et une autre question sur la capacité de la formation d'assurer un développement des compétences des directions. Par contre, il y a quand même 30% d'entre eux qui expriment de l'insatisfaction par rapport aux activités de formation initiale et d'insertion professionnelle. En ce qui concerne les modalités d'accompagnement et de formation, les modes de formation qui contribuent le plus au développement de leurs compétences selon les directions, ils mettent l'accent sur les échanges entre pairs, le partage d'expertise et l'analyse des pratiques de gestion. Donc, on parle d'un processus de professionnalisation. Donc, et on le voit, moi en tout cas pour avoir enseigné longtemps à des directions, tout ce qui touche directement l'acte de direction intéresse les étudiants et souvent les formations sont organisées autour de l'exploration, l'analyse des problématiques que les directions rencontrent directement dans leur travail, avec des échanges entre pairs pour leur permettre de réfléchir puis de développer de nouvelles stratégies. Ce que donne la formation, comme moi, je pense que dans les activités de formation continue, c'est la même chose, c'est la capacité pour les directions de pouvoir partager avec des collègues leur réalité de travail. À la différence des enseignants, souvent, surtout au primaire, les directions sont assez isolées dans leur travail. Donc oui, ils peuvent avoir un réseau informel là, avec des collègues avec lesquels ils peuvent échanger, mais les formations sont aussi un lieu, je dirais, important d'échange entre les professionnels. Donc, une piste de travail, en vue de maintenir, améliorer la qualité de l'offre des services éducatifs, les travaux éditoriaux devraient documenter davantage les sources d'insatisfaction des participants. C'est quand même une direction sur trois qui manifeste de l'insatisfaction. Il faudrait voir où les gens en sont, ces répondants, où en sont-ils dans leur formation. On a constaté avec les étudiants, par exemple, en formation à l'enseignement, c'est qu'à la fin de leur formation, ils étaient plus ou moins satisfaits de leur formation. Ils disaient que leur formation avait contribué plus ou moins à leur développement de leurs compétences. Mais lorsqu'on interrogeait des étudiants ou des enseignants qui étaient en fonction depuis plus d'années, quelques années après la fin de leur formation, leur évaluation était plus positive par rapport à leur formation. Donc, peut-être qu'il y a un phénomène similaire chez les directions. On pourrait exploiter à cette fin-là les données de l'évaluation de l'enseignement et de la formation, parce qu'à chacune des formations qui sont offertes aux directions, en général, il y a une évaluation qui est faite des enseignements ou des activités de formation. On a constaté ici, peut-être le lien avec la discussion que vous allez avoir cet après-midi, c'est qu'il y a plusieurs référentiels de compétences qui sont utilisés dans les activités de formation. C'est celui du ministère qui est privilégié dans les programmes de formation initiale obligatoire. Tandis que les référentiels des commissions scolaires sont fréquemment utilisés dans les activités de formation en insertion professionnelle et en formation continue. La question qui peut se poser, c'est, puisque les références de compétences, ça sert à définir la fonction des directions d'établissement, à orienter leur formation, on peut se poser la question suivante, à savoir, est-ce que les référentiels en usage au Québec véhicule-t-il une conception similaire du travail des directions? Je ne sais pas si c'est un commentaire d'une direction au moment où on a présenté les résultats, mais certains disaient que les référentiels, il y avait par moment des incompatibilités entre les référentiels de compétences qui étaient utilisés auxquels les gens étaient confrontés dans leur formation. Et ça, je pense que ça devient important de voir, je dirais, de documenter davantage ce phénomène-là. Dans le fond, on peut penser que s'il y a des référentiels de compétences qui ne sont pas complémentaires ou qui sont au pire antagonistes, ça pourrait nuire à la cohérence entre les activités de formation des directions. Donc, à ce niveau-là, je pense que cet après-midi, on pourra voir avec intérêt là, la présentation des collègues pour voir dans quelle mesure
les référentiels qu'ils ont recensés ont des visions ou des propositions similaires. Il y a David Darisso qui avait travaillé beaucoup à ce niveau-là. Donc, ici aussi, je veux remercier là, David Darisso et Andréane Larochelle. Larochelle, oui, je ne me trompe pas. Non, Andréane, pardon. Gélina Proux. Oui, Gélina Proux, oui, absolument. Qui ont contribué fortement à la constitution du questionnaire sur la formation des directions. Donc, la dernière, le manque de temps de responsabilité familiale et les responsabilités familiales sont les principaux obstacles à la participation à des activités de formation continue. Ici, la question portait sur la participation aux activités de formation continue. On peut présumer que les mêmes contraintes entravent la participation des directions aux activités de formation initiale et d'insertion professionnelle. Donc, une question qui se pose, c'est comment on peut améliorer les conditions de participation des directions pour favoriser l'acquisition et le développement de compétences tout au long de leur carrière. Donc, ici, la responsabilité, en tout cas, les responsables de la formation peuvent agir, peuvent en tout cas être directement concernés par ce type de piste de travail. Et voilà, ça complète pour ce qui est de la formation des directions.